écouté avec beaucoup d'intérêt toutes les interventions précédentes. Elles m'ont toutes intéressé, par leurs convictions, etc. Bon, je vais essayer de ne pas être long. Il faudra me couper la parole si je suis trop long, mais j'ai essayé de minuter ça en m'écoutant parler, pas en m'écoutant parler, mais en chronométrant mon parler. Alors, donc je suis chargé de faire une prospective des relations diplomatiques entre la France et la Syrie. J'ai fait 3 parties. Une partie, la première s'appelle, en introduction, le droit international et les règles, entre guillemets. Alors, au fond, en introduisant mon intervention, j'ai été perplexe et une remarque m'est venue à l'esprit. Évoquer la perspective d'un renouveau, d'une reprise des relations diplomatiques entre Paris et Damas signifie implicitement que ces relations ont été rompues en bonne et due forme. C'est du moins comme ça que je vois les choses. Selon la pratique diplomatique dite westphalienne, si on veut, que même les plus belliqueux des agresseurs se croyaient jadis, et naguère, obligés de respecter. C'était avant je ne sais pas trop quoi, enfin moi je le dis, je crois que c'est avant que des États arrogants et hégémonistes s'arrogent le droit de dire le droit, de le faire respecter par les autres et de le violer eux-mêmes au gré de leurs caprices et intérêts. Dans ce monde, né il y a une trentaine d'années, il ne faut pas remonter à François Ier ni à Charles Quint, une trentaine d'années, c'est-à-dire à la chute de l'Union soviétique, c'est clair et net, il y a donc les Occidentaux et les autres, qui sont 2 sortes d'humanité qui ne se mélangent pas. Selon les recettes de l'oncle Joe et de tous les oncles Sam du XXIe siècle, tous les oncles successifs, on doit désormais, y compris pour être reconnu quand on est occidental de hasard et de naissance finalement, comme un bon occidental, entre guillemets, se référer aux règles édictées par l'Amérique et par ses acolytes. Mais l'ennui, c'est que le reste du monde, c'est-à-dire 80% de l'humanité au moins, ne raisonne pas ainsi. Et il préfère s'en tenir au bon vieux droit international, tel qu'il est codifié par la Charte des Nations Unies, qui est entre nous une Bible que devraient ou que doivent respecter tous les États membres, sans exception, même les 10 occidentaux. Ce qu'ils ne font pas. Il suffit, c'est pas la peine de faire un dessin. Et puis, quand on appartient, on est citoyen d'une pétulante start-up nation, comme nous le sommes, eh bien, le fait d'évoquer cet étrange concept de droit international, d'un droit universel qui serait agréé par tous, ça fait vulgaire et ça vous fait passer en fait pour une vieille lune. Donc je ne suis pas une vieille lune, mais je le dis quand même. Bien entendu, alors la déclaration de guerre, c'était un terme de diplomatie internationale, en cas de guerre précisément, qu'on n'est pas. Cela n'empêche pas de faire la guerre, bien au contraire. Regardez donc, comme disait le président Obama, moi je fais la guerre from behind, de derrière, en douce, c'est-à-dire en faucheton. Bon, c'est lui qui a déclenché le plus de révolutions de couleurs et de printemps arabes, bien plus que l'ineffable George W. Bush, qui était le roi des crétins. Bon. Obama, c'était le roi des bellicistes, c'est pour ça qu'il avait eu le prix Nobel. Comme tous les bellicistes, la liste des prix Nobel est une impressionnante série de criminels de guerre et de criminels contre l'humanité, tous sans exception. Et vous regarderez, si vous n'êtes pas d'accord, vous me téléphonez. Alors, rupture des relations diplomatiques, qui dit relations diplomatiques, ça sonne vraiment légaliste et puis ringard, et trop conformiste pour être honnête au fond. Ne pas le dire, c'est-à-dire ne pas parler de rupture des relations diplomatiques, ça n'empêche pas de rompre les relations diplomatiques. La preuve, il suffit de fermer son ambassade, clic-clac, et de rappeler son ambassadeur. C'est ce qu'a fait la France, parce que j'y viens. Le représentant de la France à Damas, Éric Chevalier, était rappelé en novembre 2011 et était fermé 2 consulats de France à Alep, à l'attaquer, et puis à Damas, puisque l'ambassade était fermée. Alors ça, c'était en 2011. Ça, c'est la France. Ensuite, le ministre des Affaires étrangères, M. Juppé, toujours droit dans ses bottes, clamait que les jours du régime syrien sont comptés. Et il ajoutait en appendice que Bachar al-Assad devait être jugé par la CPI, ça a déjà été dit, j'insiste pas, mais c'est dire s'il était visionnaire quant à l'avenir. Bon, un grand visionnaire. Oublié dans le feu de l'appel, dans le feu de l'action par Juppé et Sarkozy, manque de chance, on avait oublié d'évacuer l'ambassadeur ou l'ambassadrice de Syrie en France, à Paris. Or, donc, l'ambassade de Syrie était fermée, mais manque de peau, manque de chance, j'allais dire, elle était, et elle est en même temps,
l'ambassadrice de la Syrie auprès de l'UNESCO. Donc inexpulsable, puisqu'il y a un accord de siège entre la France et l'UNESCO en l'occurrence. Donc l'ambassadeur ou l'ambassadrice est restée, elle va être remplacée par un autre ambassadeur, non pas de Syrie en France ou auprès de la République française, ça pas encore, mais auprès de l'UNESCO. Alors, en fait, oublié dans le feu de l'action, l'ambassadrice de Syrie donc avait été oubliée, mais c'était compté sans le président Hollande, le mois président, et puis le mois ministre que fut Laurent Fabius, qui était encore très éveillé à l'époque, et qui, dans un geste fort et énergique, droit dans ses bottes, mais un peu mal choisi quand même, puisqu'il n'avait pas calculé qu'elle était inexpulsable. Alors on a oublié, on fait comme si de rien n'était. Alors, en réalité, inutile de préciser qu'aucun pays ne sera alors choisi, comme il fait partie du droit international en cas de guerre, comme il était de tradition, pour être chargé des intérêts de la France en Syrie. C'est d'un vulgaire et d'un commun, ça ne s'applique pas à la patrie des Lumières et à la France, à une grande puissance comme la France. Donc, il n'y aura pas de pays chargé des intérêts de la France en Syrie, comme il aurait dû être la norme, mais, disons, le mois président et le mois ministre décrétant que la France n'a plus et n'aura plus d'intérêt dans cette Syrie, qui pourtant suscite leur intérêt. On ne peut pas dire le contraire, et ça a déjà été copieusement rappelé, donc je ne vais pas insister, mais je vais, pour la beauté du geste, rappeler la petite liste que j'avais faite, à en juger donc par ses faits et méfaits en Syrie. Alors, perspective, deuxièmement, de mon exposé, est à néant. En effet, contrairement à ce que pensent beaucoup de nos compatriotes, sinon la plupart d'entre eux, la France a dit, vous croyez, ah oui, la France, elle a fait, elle n'a pas fait, elle dit, ah oui, vous croyez. Oui, la France a malheureusement joué dès les premiers jours un rôle essentiel dans l'agression internationale contre la Syrie, puisque c'est une agression internationale, ça n'est pas une guerre civile, c'est une agression internationale en bonne et due forme. Donc elle a joué un rôle essentiel dans l'agression internationale contre la Syrie, répondant présente à toutes les étapes et sur tous les fronts, soutien politique aux opposants, aux terroristes, au séparatisme, l'activisme diplomatique, la présence militaire, les conseillers spéciaux, les agents du renseignement, les sanctions, les blocus, les embargos économiques, financiers, le ban sur les visas, 9 mois. En plus, après avoir invité Bachar el-Assad à Paris pour le 14 juillet en 2010, la France s'est affirmée comme le chef de file des opérations, à partir de mars 2011, dès le début des opérations. C'est elle qui a été la première, Citroën toujours en tête, à reconnaître le Conseil national syrien, puis ensuite à reconnaître la coalition de l'opposition et de la rébellion, et ensuite comme le seul représentant légitime du peuple syrien. Ça, je dois dire, comme le seul représentant légitime du peuple syrien, que les dirigeants français, ils en connaissent, dans la période actuelle, ils en connaissent un brin quand même, hein, parce que c'est eux qui vont le démontrer en matière de légitimité, puisqu'ils vont nommer, pour être sûr qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, ils vont nommer eux-mêmes un ambassadeur de Syrie en France, qui ont dégoté je ne sais pas où, je ne sais pas s'ils le savent eux-mêmes d'ailleurs, et je ne sais même pas si l'intéressé l'a su quelquefois, qu'il est l'ambassadeur de la Syrie en France. Si vous trouvez des preuves, vous me le dites. Bon. Et le président qui succédera à Bachar, parce qu'en même temps, il y a une familiarité de bonne loi, voilà, Bachar. Voilà. À l'origine de les gouvernements successifs seront malheureusement à l'origine de toutes les sanctions européennes. La France sera présente à tous. Elle sera de tous les mauvais coups, misant spécialement sur le Nobel de la paix Obama pour durcir la guerre et régler les comptes. En fait, certains observateurs iront jusqu'à dire qu'elle a pris à Washington le rôle qui était naguère dévolu à la Grande-Bretagne, en tant que lieutenant et proxy en chef. Au fond, tout s'est passé comme si elle reprenait le dépeçage de la Syrie là où elle l'avait laissé à son départ en 1946. Parce qu'il ne faut pas se tromper, en fait, c'est difficile d'oublier pour la Syrie, qui était sous mandat français et non pas le mandataire, d'oublier que finalement la France, l'ancienne mandataire, n'a jamais été, comme on dit au Liban, une tendre mère, certainement pas. Elle a laissé le souvenir d'un occupant responsable du dépeçage de la Syrie historique, qui a perdu 40% de son territoire, disons, pendant le mandat français, le Liban, l'Iskanderoun, le Sanjak d'Alexandrette, comme on disait, qui a essayé, oui, le Liban, bon, avec ses compères anglais, disons, c'est la Palestine qui est partie, la Jordanie,
disons, une partie de l'Irak, partie sous mandat britannique et Mossoul, et puis les cadeaux qu'on a fait à la Turquie, la Cilicie, la bande d'Antakya, qui abrite au fond tous les lieux saints du christianisme avant l'islam, mais qui objectivement appartenaient à la Syrie historique et qui ont été aliénés et volés en fait. Donc c'est ça, 40% du territoire historique. Ensuite, elle a laissé le souvenir d'un pays, d'un mandataire et d'un occupant finalement revanchard, complice d'Israël dès les accords Sykes-Picot. C'est pas seulement la Grande-Bretagne qui a négocié avec Sykes-Picot, qui avait prévu, disons, de créer un foyer national juif en Palestine. Il y avait un petit peu du premier, je crois, haut commissaire de la France en Syrie, qui était entré en pourparlers avec les dirigeants sionistes pour créer des zones d'occupation et de peuplement, disons, juifs, sionistes, sur le territoire syrien actuel. C'est existé. Ça n'a pas marché parce qu'il n'y a pas eu le temps de le faire, parce que. Bon. En fait, donc, un complice, un tempérament répressif, comme il y a eu contre les grandes révoltes arabes, les mouvements populaires, et puis bombardeur à l'occasion, puisqu'on le verra qu'un peu plus tard, même en 1956, la Syrie, il y a l'équipée, le tripartite franco-anglo-israélienne contre les pays qui participaient après la nationalisation du canal de Suez. Donc, pour la Syrie, c'est pareil, la répression, ça n'a pas été une tendre mère, quoi. Ça a été plutôt ni un tendre mandataire. Bon. Alors, en fait, heureusement, et donc j'en suis très fier que heureusement, j'y suis pour rien, mais c'est la politique arabe initiée par le général de Gaulle à partir de 1958 qui, en Syrie comme ailleurs, va littéralement changer la donne et l'image de la France pour plus de 40 ans. C'est pas rien 40 ans quand même, à cette époque-là. Bon, alors je crois que le gouvernement français va penser 40 ans, disons, matière cette exception gaulienne qui comprenait différents versants, la politique de grandeur, le rang de la France, la politique nucléaire, la politique africaine, et le versant le plus hardi et le plus téméraire et le plus entreprenant de la politique indépendante française, qui était la politique arabe de la France. Et la politique arabe de la France, elle sera tout de suite dans le collimateur, au fond, des ennemis des Arabes, ou des gens hostiles aux Arabes, c'est-à-dire un peu trop amis d'Israël, comme on dirait. Et donc, c'est ce qui va être le symbole du gaullisme et de la politique arabe. Cette politique arabe, elle va durer une bonne quarantaine d'années. Mais au départ du général de Gaulle, ses successeurs le maintiendront, et au fond, l'expression gaulienne, l'exception gaulienne, sera d'une France respectée, écoutée par les pays du tiers-monde, qui offrira une troisième voie entre l'Est et l'Ouest, on est encore au temps de la guerre froide, et qui finalement sera une sorte de puissance d'équilibre entre les deux blocs qui offrira une troisième voie. Ça va durer longtemps. Ça va durer en gros jusqu'à 2003, donc la deuxième guerre d'Irak. La France, disons, saura se tenir à l'écart quand même prudemment de l'affaire irakienne jusqu'à 2003, la deuxième guerre d'Irak, après les attentats du 11 septembre. Mais là, mise sous pression après les attentats du 11 septembre et le discours de Villepin à l'ONU en 2003, le gouvernement français, peu importe quel soit son président, il se trouve que ça sera la fin du deuxième mandat de Jacques Chirac, qui est un peu en fin de parcours, donc qui se laisse un peu aller, et donc qui se croira obligé de se compromettre en se laissant nommer comme le mandataire et le coursier de George W. Bush au Liban et en Syrie, pour régler la succession présidentielle, pour mettre fin à la présence des troupes syriennes au Liban, et ainsi de suite. Vous connaissez l'histoire mieux que moi, et je ne vous importunerai pas avec ces détails. En Syrie, bien sûr, en plus, la Syrie a participé à la fabrication du grand mensonge dont on a amplement parlé avant, donc je ne le répéterai pas. Elle a fabriqué, et elle est allée trop loin en fait pour revenir en arrière. C'était ce que disait un agent des services de renseignement, ou un porte-parole des agents des services de renseignement français il y a quelques années déjà. On l'interrogeait en disant pourquoi la France ceci, la France cela. Ben, la France ne peut pas revenir en arrière parce qu'elle est allée trop loin dans le mensonge et dans sa politique d'hostilité, disons, à la Syrie. Alors, cette attitude se figera, en fait,
au point de ne pas avoir varié depuis à partir de 2003 et 2005. Cette attitude se figera dès lors comme courtier de l'Amérique. Pendant 12 ans, elle se figera, plus que la durée des deux guerres mondiales, et notamment quand vont commencer les printemps arabes. Donc la France va avoir ce rôle dès la première minute qui est hostile, et qui est hostile jusqu'à présent. Et hélas, on ne voit pas du tout un changement de ton, même pas dans une inflexion, même pas dans les nuances, alors peut-être dans l'esprit, mais c'est difficile d'être très optimiste. Alors, je noterai que cette attitude se figera donc au point de ne pas avoir varié d'un iota depuis 12 ans, plus que la durée de deux guerres mondiales. C'est quand même pas rien, 12 ans. 12 ans, il y a le temps de réfléchir et puis de changer d'opinion. Ça n'a jamais été le cas et rien n'indique que ce le soit. Alors, ayant coupé tous ses contacts diplomatiques, puisque d'emblée tout est fermé, ses sources de renseignement, puisque même les services de renseignement, disons, arrêtent leur coopération avec les services syriens. Alors, je ne sais pas s'il y en a encore, mais enfin, ça doit être bien clandestin du coup, parce que personne n'en a une idée. Je crois qu'ils ont essayé à plusieurs reprises, et il n'y avait pas moyen, parce que le gouvernement syrien exigeait que ça ne se fasse pas clandestinement, la reprise, mais que ça se fasse ouvertement. Alors, dans ces conditions, la perspective d'un renouveau, comment rétablir les relations diplomatiques entre Paris et Damas, me paraissent personnellement, pour l'instant, bien sûr, bien évanescentes. Alors, troisièmement, une approche quand même prospective. Je termine quand même. Et si c'était vrai, que ça puisse arriver, je dirais, si la perspective à court terme est décourageante, une approche prospective peut néanmoins ouvrir des horizons un peu moins moroses, que personnellement je souhaite et ardemment. Mais je ne les vois pas venir pour autant. Ce n'est pas de regarder qui les fait venir. Pourquoi la France, grande et éternelle, si elle veut redevenir grande et éternelle, ne miserait-elle pas sur un nouveau départ en supposant le problème résolu? Alors il y a des revisions déchirantes à faire, évidemment. Alors, il convient, j'ai mis, premièrement, de recenser toutes les erreurs de jugement. Je l'ai fait, alors les gouvernements français, ils doivent être mieux placés que moi pour le savoir, puisqu'ils sont aux premières loges. Il convient de recenser les erreurs de jugement et de comportement commises durant les deux dernières décennies passées concernant le conflit syrien et ses tenants ou aboutissants. Et d'un. Deux, de voir clairement et de reconnaître sans biaiser les changements fondamentaux qui sont en train de bousculer radicalement l'ordre du monde actuellement, sous nos yeux. Ce n'est pas des spéculations intellectuelles de diplomates ou de chefs d'État en mal de blablabla, c'est une réalité actuellement. C'est sous nos yeux. Des changements fondamentaux qui sont en train de bousculer radicalement l'ordre du monde et l'équilibre du monde, et au détriment de l'Occident, donc au détriment de la France, à laquelle, depuis le retour de cette France au bercail atlantique, la France s'assimile à nouveau pleinement avec l'Occident et en rajoute même un peu pour se faire pardonner ses infidélités, entre guillemets, passées. Alors, je crois que, troisièmement, quand on aurait reconnu ça, ce qui a été fait en partie, mais ça ne suffit pas de les reconnaître, faut en tirer les groupes, de peser le plus honnêtement possible, troisièmement, les avantages et les inconvénients pour l'avenir de faire une telle révision déchirante. Ça sera une révision déchirante pour la fin, il n'y en a pas d'autre. Sinon, je ne vois pas comment ça peut passer. Vous voyez, vous imaginez peut-être bien comment ça doit passer. Alors, on ne voit pas la France officielle, à vrai dire, reconnaître sa responsabilité dans le martyre du peuple syrien, parce que c'est une responsabilité dans le martyre du peuple syrien, et je n'enlève pas, je ne mets pas le mot entre guillemets. La France officielle, ça inclut sa classe politique, la droite et la gauche, et le centre et le milieu, et nulle part, disons confondus, les médias, tous confondus, comme un seul homme et une seule femme, et les élites, entre guillemets, là du coup je mets des élites, parce que les élites intellectuelles qui ont adhéré en masse au consensus israélo-atlantique, puisque c'est un consensus non seulement atlantique, mais israélo-atlantique. Alors, réciproquement, il faut bien avouer, d'après tout ce qui a été dit, toutes les déclarations, qu'on ne voit pas du tout non plus, et on ne voit encore moins, j'allais dire, la Syrie, mais elle a de bonnes raisons, sans la justifier, elle a raison quand même, ouvrir grand les bras à un État qu'elle croyait ami et qui a grandement participé à ses destructions. C'est quand même, ça serait du masochisme. Alors, il ne faut pas en demander tant, je pense à la Syrie, dans l'état où elle est actuellement, et où on leur maintient actuellement, en martyrisant son peuple.
Alors au fond, s'il est arrivé à Emmanuel Macron, il faut le reconnaître, il le faisait notamment dans la réunion des ambassadeurs en 2019, de reconnaître le changement en cours dans l'équilibre mondial, et ce qu'il disait, que le monde est en train de changer, que l'hégémonie mondiale de l'Occident, à laquelle on était habitué, plus ou moins, est remise en cause sérieusement par des États-civilisations, disait-il, par des grandes puissances eurasiatiques. Il citait la Chine, la Russie, il citait peut-être l'Inde, je crois bien. Bon, et donc, il remettait ça en cause, mais il n'en a jamais tiré les conséquences. Il ne semble pas réaliser parce il pense que c'est un bouleversement qui va attendre que M. Macron le désire. Ben non. Disons, je crois que la France est absolument sans prise sur la situation, puisqu'elle s'est assimilée à un seul côté. Elle ne peut pas être une puissance d'équilibre actuellement, puisqu'elle n'est pas un honnête courtier entre les deux camps. Elle s'est assimilée corps et âme, perdue et pas gagnée, disons, à l'Occident. Et donc, par le camp adverse, avec lequel elle refuse de négocier, elle ne peut être ressentie que comme un ennemi. Donc, elle ne peut pas servir de médiateur et de puissance d'équilibre entre l'Eurasie et le bloc atlantique. Alors, en fait, on voit bien que, pourtant, ce qui est en train de se passer, moi je suis frappé de voir ça, ça me semble tellement évident, c'est que on voit qu'il y a deux communautés internationales, il n'y a plus une Nations Unies, il y en a deux. Alors ça fait une de trop, manifestement. Il y a d'un côté l'Occident, dans sa grande majesté, qui veut des règles et pas de droit international, il veut des règles, mais que c'est lui-même, donc comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, et ensuite, il représente 20% de la population, avec tous ses affidés, avec ce qu'on appelait en Afrique du Sud les blancs d'honneur, c'est-à-dire les Japonais, par exemple, les Coréens du Sud, enfin, qui passent comme ça, on les fait passer pour des... On leur met pas des sanctions comme ça. Bon. Alors, l'Occident, donc avec 20% de la population mondiale, y compris tous ses affidés, en raclant les fonds de tiroir, et les Comores, les Vanuatu, et les îles, la Jamaïque, les Bermudes, avec son triangle, bon, bah, bref. Et puis, face à lui, un Occident qui est assiégé, il faut bien le dire, et honni, et haï, et détesté par le reste de l'humanité. Il faut être aveugle pour ne pas s'en apercevoir. Moi, je ne suis pas chef d'État du tout, je ne prétends pas de l'être, puis je ne souhaite pas du tout l'être, puis je crois que c'est un peu trop tard pour moi, pour ma carrière. Bon, je crois que le reste, c'est quand même, par contre, je connais la géographie, c'est 80% de la planète. 80% de la planète, ça fait beaucoup de monde. Alors, et il s'organise pas du tout autour de l'Occident comme c'était le cas jusqu'à maintenant, il s'organise autour des dites puissances eurasiennes. Alors c'est une notion, le Heartland, etc. Je ne vais pas abrutir ça avec des concepts géopolitiques, ça sera pas aujourd'hui, ça ne sera pas ma maladie. Alors, donc le reste, c'est 80%, il s'organise auprès des puissances uraniennes, il ne faut pas se faire un dessin, la Russie, qui est là où on le sait, c'est-à-dire pas très loin de l'Europe, aux portes de l'Europe, mais pas aux portes de la France. Moi, l'Ukraine, c'est pas mon voisin, mais c'est le voisin de l'Europe, dans sa grande majesté. Alors, plus on recule l'Europe, plus effectivement on va trouver des États exotiques qui soient des États voisins de l'Europe. À la fin, on va finir par trouver que la Chine est un État voisin de l'Europe. Déjà, on a trouvé la Russie, c'est déjà pas mal. Alors, la Russie, la Chine, bien évidemment, qui est l'ennemi à venir, parce que l'Occident voit loin. Pour l'instant, il y a la Russie qu'il faut démanteler, qu'il faut détruire, qu'il faut écraser, et qu'on va écraser, bien évidemment. Ça, c'est dans la bouche de nos ministres. Mais, disons, après, on s'attaquera à la Chine. Alors, l'Europe est priée de marcher au garde à vous, même si elle est là, le dindon de la farce, c'est vraiment le dindon, parce qu'il se pavane, il fait la roue. Et puis de la farce, parce que c'est vraiment une farce pour les Européens. Alors, et à la faveur, en plus, c'est un camp, le camp eurasien, qui est en train de se renforcer de jour en jour, parce que autour de ces deux pays, il y a l'Iran, qui représente nettement un pays eurasien, musulman, et asiatique, et donc qui s'inscrit dans cette ceinture verte musulmane des géopoliticiens anglo-saxons. Et donc, avec ces trois pays en tête de file, la Russie, la Chine et l'Iran, eh bien, il y a des renversements d'alliances dans toute la région. Quand on parlait des pays arabes et des pays
extra-arabes, mais sur tous les continents, les renversements d'alliances qui se manifestent au jour le jour, au mois le mois, et à condition d'être aveugle ou idiot, ou complètement obtus, eh bien, ça n'est pas reconnu. Alors, on pourrait prendre par continent, enfin, je ne trouve même pas la peine. Alors, en fait, on peut aborder la question autrement. La question, c'est peut-être ça ce qui est positif, c'est qu'on voit que la recomposition actuelle de l'ordre mondial, autour des deux blocs, donc l'Occident et le non-Occident, avec 20% d'un côté et 80% de l'autre, on voit que la recomposition actuelle de l'ordre mondial entraîne un changement des règles du jeu. Parce qu'on perçoit bien, même si les Occidentaux ne le disent pas, ils voient bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se payer. Mais entre le constater puis le dire tout haut, le reconnaître, et puis en tirer les conclusions, ça c'est autre chose. Quand on est le maître du monde, on ne se laisse pas aller à ces calculs puérils. On est le maître du monde, on a une destinée manifeste. Alors, en fait, pourquoi ne pas saisir pour un pays comme la France, dans ce grand ramdam, si je puis dire, disons, de l'équilibre du monde, pourquoi pas saisir? Il y a plein de pays qui le font. Et les plus inattendus qui sont en train de virer leur cutie. On voit l'Arabie Saoudite en train de faire du pied, en tout bien, tout honneur, à la Chine, en train d'apporter son secours pétrolier à la Russie en faisant réduire la production des pays arabes producteurs de pétrole au lieu de l'augmenter, moins 20% au lieu de 20%, si ce n'est pas un mouvement de fronde. La rébellion du sommet des Amériques passé, la rébellion en Afrique, où c'est l'agent, le proxy numéro 1 des États-Unis, ou numéro 2, la France, qui est visée sur le continent africain, disons, les ralliements, et tout ça, tout ce beau monde, enfin tous ces États globaux, sont en train de se rallier, non pas à l'Occident comme c'était d'habitude, la tendre mère, le tendre père, le tendre fils et le tendre Saint-Esprit, mais non, c'est rejoindre la Russie, la Chine et l'Iran. Pourquoi? Parce que la Russie, la Chine et l'Iran portent les espoirs, comme le disent beaucoup, de 80% de l'humanité. C'est ça le mystère. Et il n'y en a pas d'autre. Et quand on veut en voir un autre, on va y voir des complots, des machins. Il n'y a pas besoin de complots russes ou de complots chinois ou de je ne sais quoi. C'est les espoirs de 80% de l'humanité. Alors il n'y a pas de référendum pour ça. Il n'y aura jamais de scrutin universel pour ça. Mais il suffit de le revoir et de voir de la façon dont les gouvernements les plus réactionnaires et les plus traditionalistes et les plus collés à leur maître occidental se comportent actuellement. Pour deviner que l'ère occidentale est terminée, comme disait le président Macron. Mais est-ce que le président Macron en tirera les conséquences? Ça, je ne sais pas. Alors, s'agissant, par exemple, la France a renié sa politique arabe, elle pourrait la retrouver, après tout. Puis au vu de la situation actuelle, c'est ce que j'espérerais, ou que j'espérerais un petit peu, c'est que deux choses une, ou bien les dirigeants actuels, qui ne sont pas prêts de le reconnaître manifestement, mais il n'est pas interdit qu'ils le reconnaissent, faut mieux tard que jamais. Je pense qu'ils seraient les bienvenus à trouver une solution, disons, changer, au moins redresser la barre, ne plus être alignés comme des toutous, disons, comme des pains comme des pots de colle à l'oncle Sam. Ils pourraient essayer de reprendre leur indépendance, c'est-à-dire renouer en quelque sorte avec la politique arabe et essayer de se placer comme certaines autres puissances essaient de se placer. Je songe à un État qui ne m'est guère sympathique, notamment vis-à-vis de la Syrie, qui est la Turquie, mais qui a réussi à se placer comme une puissance d'équilibre entre les deux blocs. Parce que, disons, ils font partie de l'OTAN, comme la France par exemple, mais même Erdogan, avec la conduite qu'il a eue envers la Syrie, qui est en gros équivalent de la conduite de la France, eh bien lui, il n'hésite pas à virer sa cutie et à faire des pas qu'il rapproche, comme actuellement, de la Syrie. Je ne vois pas pour un pays, on n'est pas forcé d'imiter Erdogan. La France est une grande puissance, ou en tout cas, je souhaite qu'elle le reste, qu'elle le demeure, mais c'est certainement pas avec ce chemin, disons, actuellement, qu'elle va garder sa place de grande puissance. La France est en train d'être sortie de plein de dossiers. Elle se sort elle-même des dossiers. Elle s'est sortie du dossier syrien par tout ce qui a été dit, volontairement. Donc elle est hors jeu pour le dossier syrien pour l'instant, mais pourrait faire des approches, je vais y arriver tout de suite.
Mais par contre, disons, elle pourrait commencer à baliser, à essayer de se replacer comme font d'autres pays, comme le font plein d'autres pays, en Amérique latine, c'est pas un déshonneur, en Amérique centrale, sur le continent africain, en Asie. Bon, en Europe, non, il y a tous, c'est l'Amérique. Alors, mais la France peut essayer, elle a toujours voulu avoir une politique indépendante. Alors, en fait, s'agissant du dossier, elle pourrait essayer de renouer, puis de retrouver pas mal de soutien, et serait suivie, de mon point de vue. Alors, si ce n'est pas les dirigeants actuels qui ne sont pas capables de le deviner, ben on peut attendre d'autres dirigeants qui seront plus lucides, qui ont été mis sur la touche, parce qu'ils ont une vision trop révolutionnaire et trop positive de l'avenir, mais qu'ils pensent à l'avenir de la France, eux. Bon, et ne pas penser, disons, ne pas trouver que tout est bien, Madame la Marquise, tant qu'on est à l'ombre de l'Amérique, et donc on fait partie du camp gagnant, d'un camp qui n'est même plus gagnant, ils s'en aperçoivent même pas. Alors donc voilà. Donc, la guerre de Syrie, inutile, après tout ce qui a été dit, c'est vrai que la France, pour faire le premier pas, faudrait être gonflé, mais il faut être gonflé dans la période actuelle. S'agissant de ce dossier qui fâche, donc, bon, ben, il pourrait, toutes les élites, comme je les ai mentionnées, pourraient corriger l'orientation, rectifier le cap. Ça n'est jamais trop tard. Et il n'est pas trop tard. Et à commencer, pourquoi pas par le dossier syrien. Je pense que la France donc, ne parviendra pas à émerger du naufrage actuel que si des responsables actuellement marginalisés, soucieux de sauvegarder pour la France le statut de grande puissance que De Gaulle lui avait rendu en 1958, eh bien, que ces dirigeants nouveaux, des responsables actuellement marginalisés, prennent les choses en main, s'occupant des intérêts de la France et non pas de ses faux amis. Parmi ces faux amis, il y a l'Amérique, c'est pas l'ami de la France. Elle nous veut du mal. Elle le prouve partout. Permettez-moi de le dire. Moi, j'ai rien contre les Américains, le peuple américain. Mais enfin, je pense que on ne peut pas dire que l'Amérique est notre ami. Il faut être drôlement gonflé et drôlement aveugle, je trouve. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Et deuxièmement, que l'Europe, un petit peu, c'est notre prison. C'est pas ce qui va nous donner un surcroît de puissance. C'est ce qui va l'Europe, c'est ce qui nous emprisonne, c'est ce qui nous empêche disons, d'avoir une politique indépendante. Alors donc, c'est ça la réalité. Donc, je me suggère, dans le maelstrom actuel, parce que c'est un maelstrom de la recomposition du monde, marqué par la cristallisation de deux communautés internationales, c'est le moment ou jamais de faire comme beaucoup d'États, de constater quel est le camp gagnant, puis de le rejoindre sans vergogne. Les États-Unis rejoignent sans vergogne, aucun camp d'ailleurs, ils lâchent tous leurs alliés. Même les pays où ils ont essayé de remettre de l'ordre, ils établissent le chaos et ils fichent le camp, ils s'en vont. Et ils lâchent leurs alliés sans aucune vergogne. Eh bien alors, pourquoi pas faire pareil? Il faut rejoindre, disons, il faut réparer les dégâts. Si le mode de règlement du conflit syrien doit servir de modèle pour tous les autres conflits du siècle, alors je ne m'excuserai pas, mais je signalerai que c'était une citation de Vladimir Poutine qui disait, bien avant la guerre d'Ukraine, que le mode de règlement du conflit syrien doit servir de modèle pour tous les autres conflits du siècle. Et on peut dire également que l'attitude et le rôle des pays frères de la Syrie, c'est-à-dire les pays arabes, les pays du Moyen-Orient, les pays du Proche-Orient, les pays de la ceinture verte musulmane, eh bien, que leur attitude, disons, dans le conflit syrien, ça servira également d'indicateur, ça ira de pair, en tout cas, je crois dans les deux sens, avec, disons, le changement définitif de l'ordre du monde. Et y compris la place de la France. Je crois que la France joue sa place à venir dans la position qu'elle va prendre vis-à-vis de cette recomposition du monde. Si elle reste collée à l'Amérique, elle est perdante. Elle fera partie du camp perdant et qui est probablement déjà perdant.
Et si elle ne rejoint pas le camp gagnant, ou au moins avoir une troisième voie en essayant de jouer l'un et l'autre, comme elle a si bien su le faire au temps du général de Gaulle. Je ne suis pas, disons, je suis pas payé par les instances gaullistes pour faire cette... c'est pas de la publicité, c'est ma conviction en tant que citoyen français, et qui est désolé et navré, croyez-le bien, de voir où est parti ce pauvre pays, et en quoi il a dégénéré dans un festival d'hystérie collective, de bêtises crétinisantes, etc. Donc, non, je le pense, hein, autant le dire. Et pour la Syrie, si elle veut renouer les fils avec la Syrie, je suis persuadé que ce ne serait pas si compliqué que ça. Mais il faut y aller piano. Elle a déjà essayé avec les services de renseignement. Alors elle peut peut-être faire une autre avance auprès par les services de renseignement, mais en offrant une contrepartie. Elle n'offrait rien, elle n'offrait aucune partie. Alors au moins, je ne sais pas, admettre un diplomate quelconque qui vient nettoyer les locaux, etc., ou en attendant le retour. Il y a des temps, la diplomatie, ça sert à ça, les subterfuges pour cacher la réalité, ou pour bon, c'est ça. Ensuite, au fond, elle pourrait trouver sans poser des conditions et des réserves inacceptables. Parce que l'État syrien, si elle s'en est pas rendu compte, c'est parce que vraiment ils sont d'un État syrien qui n'est plus demandeur désormais. Donc c'est à la France de demander. Donc il faut qu'elle s'abaisse en quelque sorte à faire de la diplomatie comme les autres. C'est-à-dire à tenir compte des intérêts des autres et à faire des concessions diplomatiques comme font tous les États bien nés et comme ils en font depuis qu'il y a une diplomatie et depuis qu'il y a des relations internationales. Et pas dire c'est moi, c'est zéro et je retiens rien. Alors, donc, il faut absolument qu'elle s'abaisse ça. Alors, je note que la France, ça a déjà été dit, donc je ne vais pas revenir là-dessus, que la France avait constitué avant 2010 la naissance des printemps arabes, un espace de coopération très très consistant en Syrie. Il ne faut pas oublier, en particulier dans le domaine culturel, mais très très vaste. Par exemple, je pense à l'archéologie, où la France avait un rôle leader, et a toujours un rôle leader, a eu un rôle leader, même dans le déménagement des pièces archéologiques d'Alep ou de quelques musées syriens, ou leur mise à l'abri. Et il y a toujours des archéologues qui sont prêts à travailler en Syrie. Il suffit qu'ils aient un petit feu vert et pas besoin d'être mandatés par, mais qu'on les laisse tranquilles, qu'on leur fiche la paix, qu'on les laisse y aller. Il y a également dans le domaine de l'art, l'archéologie, de la science, de l'éducation, par exemple. N'oublions pas quand même qu'il y avait des lycées, des établissements d'enseignement français et des instituts qui ont tous été fermés unilatéralement, que s'il y a un lycée français qui fonctionne toujours, c'est parce qu'il y a un bénévole, c'est un retraité, comme quoi ça sert à quelque chose, les retraités, qui a monté, qui a fait fonctionner le lycée de Damas, et ainsi de suite. Alors voilà. Et ensuite, il y avait un accord de partenariat universitaire, une mission archéologique, des instituts, un réseau culturel. Tout a été détruit. L'organisation de l'administration, il y avait même l'ENA qui était pour parler juste avant 2011. Il y avait une mission qui s'apprêtait à venir à Damas pour étudier la réorganisation de l'administration syrienne. C'était balayé d'un seul coup de trait de plume de nos distinguées autorités. Bon, eh bien écoutez, tout ça, il suffirait qu'elles fassent le mort. On ne leur demande même pas d'être actifs pour un moment, mais de se taire un petit peu, et puis de laisser faire les choses, et puis ça se referait peut-être, et au fond, non pas de se faire oublier, mais de faire oublier ses erreurs. C'est pas pareil. La France ne doit pas se faire oublier, d'ailleurs, mais il ne faut pas se faire remarquer par là où il ne faut pas, elle doit faire oublier ses erreurs. Alors au fond, je vais terminer comme ça, de se faire oublier, mais pas non pas de se faire oublier, mais de faire oublier ses erreurs. La prospective, c'était ça, de la prospective. C'est vraiment très simple sur le papier, mais l'espoir, ça fait vivre. Et puis quelquefois, les espoirs, ça se réalise. C'est ce que j'espère ardemment, en fait, pour la France et la Syrie, notamment. Pour d'autres pays, également, pour le statut international de la France, parce qu'on ne gâche pas un statut tel qu'il était et tel que l'avait donné à la France le général de Gaulle. On ne donne pas un statut comme elle avait, et puis s'en démunir pour les beaux yeux d'un vague Biden, ou d'un vague Obama, ou d'un vague, je ne sais pas quoi, Trump, ou tutti quanti, hein, ou le Bush qui soit le Père, le Fils, ou le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup. Merci. J'ai trop d'admiration et de sympathie pour
non seulement les idées, mais l'action du diplomate Rimbaud pour avoir l'air de lui porter la contradiction. C'est plutôt compléter ce qu'il dit sur un plan qui n'est pas évoqué ici depuis 2 heures, ce qui m'étonne beaucoup. C'est le problème des sanctions. Du point de vue de l'opinion internationale, en France comme ailleurs, un jour viendra où la réalité de ce qu'est la politique des sanctions apparaîtra comme une erreur funeste, comme aussi un crime contre l'humanité, puisqu'on parle de crime contre l'humanité. Et je suis un peu surpris que, alors que je connais très bien les opinions et j'ai lu la plupart des livres de Michel Rimbaud, le problème, à mon avis, qui est politique en France principal, c'est le silence sur les sanctions, le blackout sur les sanctions. Il y a que très récemment que quelques journalistes français ou vivant en France ont crevé le mur du silence. Or, dès qu'on en parle, les gens sont très facilement convaincus parce que les lois César et autres, d'abord les lois César ne sont qu'une version nouvelle, modernisée de politique de sanctions internationales. Mais cette politique de sanctions, les Français ne la connaissent pas, et comme on la dénonce peu, ils ne la critiquent pas, ils sont mal informés. Et dans votre discours, cher Michel, souvent vous parlez de la France, mais il faut quand même toujours dire le gouvernement français ou le ministre des Affaires étrangères ou les responsables français, parce qu'une grande partie de la France n'est jamais très peu informée sur la politique étrangère décidée, menée par la France, n'est jamais consultée, puisque même le Parlement actuel, l'Assemblée nationale actuelle, pratiquement, n'aura eu depuis quelques mois ou peu d'années, jamais eu à se prononcer sur les décisions les plus importantes qui ont pu être prises sur le plan militaire ou économique. Or, cette politique des sanctions qui a commencé il y a très longtemps, au début, il y a eu une polémique, savoir si c'était légal ou illégal. Est-ce que le droit international peut être produit par un groupe de nations, un groupe de gouvernements puissants, riches, s'entendant entre eux, ou est-ce qu'il doit suivre certains textes qui ont été signés, comme par exemple, je prends un seul exemple, la Convention internationale des droits de l'enfant, qui reconnaît aux enfants le droit à la vie, qui reconnaît aux enfants le droit aux soins, qui reconnaît aux enfants le droit à une école. Vous me filmez, monsieur? Moi, je ne vous filme pas. Vous êtes filmé partout. Ah non, non, je ne suis pas filmé partout en général. Mais vous me filmez. Bon, de toute façon, je ne dis rien de mal, mais en général, je suis prévenu avant. Bon. Cette question-là, la légalité, d'une dimension d'une politique internationale, elle dit la légalité d'une intervention, elle est fondamentale. Mais si on considère que, comme elle n'est pas respectée, c'est que le droit n'existe plus, c'est que le respect au droit n'existe plus, alors il y a un deuxième degré qu'on peut aborder, à savoir, c'est légal, illégal, on n'en parlera pas. Mais est-ce que, sinon juridiquement, du moins éthiquement, est-ce que c'est défendable? Est-ce que c'est défendable que dans certains pays, les enfants meurent de faim, ou meurent de froid, ou meurent de maladies qui ne sont pas guéries, ne sont pas soignées parce qu'il n'y a pas de médicaments? Est-ce que c'est défendable de conduire à la famine, au danger créé par le froid en hiver, ou par la sécheresse, ou par les eaux impures, etc.? Est-ce que c'est défendable éthiquement? Est-ce que c'est une politique éthiquement défendable? Alors, si on se défend, on n'argumente plus là-dessus, on peut dire, bon, alors, on oublie la légalité, on oublie la morale, mais il reste un troisième niveau en politique qui est extrêmement important. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que la politique des sanctions, telle qu'elle est pratiquée par certaines grandes puissances depuis quelques années, à grande échelle dans certaines régions, dans certaines circonstances, est-ce qu'elle a révélé la moindre efficacité? Non, on constate que non. À ce moment-là, on peut faire le raisonnement à l'envers, c'est-à-dire une politique qui n'est ni efficace, ni éthiquement défendable, ni juridiquement fondée, elle doit être évidemment remise en question, sinon en cause, remise en question devant l'opinion. Or, une des choses qui me frappe dans la France d'aujourd'hui, c'est que ces questions-là, rares sont ceux qui arrivent à s'exprimer. Très récemment, si j'en parle aujourd'hui,
c'est parce que depuis quelques jours, depuis quelques semaines, il y a quelques ombres de journaux ou de documentaires qui apparaissent. Mais je crois que c'est beaucoup plus... Enfin, évidemment, on peut critiquer le gouvernement sur tout ce qu'il fait, et ça peut être utile. Mais je pense que le fait qu'il n'y ait pas l'expression forte, persistante, démontrée, du fait que la politique à l'égard, alors, de la Syrie, pourquoi spécialement de la Syrie? Parce qu'il est vrai, ce que vous l'avez dit, mais je ne vais pas le répéter. C'est vrai que la France, elle a eu le mandat, par la Société des Nations, d'amener la Syrie, qui n'était jamais que soit une très grande partie du monde antique, soit une province ou deux provinces, d'ailleurs de l'Empire ottoman. La France avait un mandat, un ordre, de les mener à la démocratie. Or, qu'est-ce qu'on a fait? Le premier bombardement aérien qui a eu lieu dans l'histoire de France, c'est sur les Syriens. Donc, la responsabilité, la culpabilité de la France à l'égard de la Syrie est très ancienne, très ancienne. Mais aujourd'hui, elle est renouvelée par une dimension absolument effrayante, c'est-à-dire la famine, les gens qui meurent de froid, qui crèvent de froid, ou certains meurent, et surtout la politique à l'égard des enfants, qui est quelque chose d'épouvantable. Et comme c'est pas très connu en France, mais que ce ne sont que si des gens autorisés par leur fonction, par leur culture, par leur prestige, s'expriment, que les Français pourront commencer à y faire un peu attention. Je regarde ça, je vois Majed Nemguela, qui pendant très longtemps était responsable d'une des très rares revues qui en France exprimait sur les questions aussi importantes dans le domaine de l'action internationale. Mais je pense que c'est quand même par là qu'il faut utiliser votre punch oral et écrit, parce que les Français ne se rendent pas compte qu'ils sont indirectement, l'opinion française n'est pas informée, n'est pas indirectement responsable de véritables crimes contre l'humanité. Il y en a d'autres qui sont mis en place, qui sont mis en scène, qui sont discutés, etc. Mais là, c'est absolument sûr que c'est dans l'histoire. On n'a pas parlé beaucoup de la fin de la guerre d'Algérie. Il faut commencer maintenant des années après pour vous découvrir qu'il y a eu des crimes contre l'humanité pendant la conquête de l'Algérie, pendant des dizaines d'années, entre 1830 et les grandes émeutes de 1870. Bon, on n'a pas besoin d'attendre 100 ans pour constater qu'en France, en ce moment, il y a une responsabilité collective assumée de façon invisible ou inconsciente à l'égard d'une politique de sanctions qui est à la fois illégale, immorale, inefficace et dont on ne comprend pas pourquoi elle serait maintenue sans protestation véhémente. Alors, ce n'est pas qu'à l'égard de la Syrie, mais puisque vous nous avez invités à propos de la Syrie, je me suis permis, non pas du tout, cher Michel, de vous interrompre, mais d'essayer d'apporter un petit éclairage à votre exposé, comme toujours, convaincant. Une petite correction quand même. Vous avez dit que le gouvernement s'était mis à l'écart prudemment de la deuxième guerre d'Irak. Non, c'est pas le génie politique de Chirac qui l'a amené à prendre la position qu'il a prise et à refuser d'intervenir. C'est les mensonges américains qui disaient qu'il y avait des armes de destruction massive, des traces de construction et de moyens d'armes de destruction massive nombreuses et qui ont alarmé la terre entière avec ça. Et c'est la possibilité pour la France de démontrer que c'était faux, et que les responsables politiques américains mentaient publiquement, de façon réitérée, parce que c'était faux, c'était bidon. Et ça, c'est parce qu'on avait les moyens d'observation spatiale. Et si j'en parle, c'est parce que comme je suis officier de l'armée de l'air et que j'ai pas contribué comme ministre de la Défense à développer les moyens d'observation spatiale, parce qu'il nous manquait. Et c'est pour ces raisons que le gouvernement français, Chirac en l'occurrence, pour qui j'ai pas une sympathie particulière, c'est un des rares présidents de la République qui a été condamné quand même à des années de prison pour détournement de fonds publics. Alors, paix à ses cendres, mais bon, c'était... Mais les militaires autour de lui ont dit, mais c'est faux, on peut prouver que c'est faux. Donc, c'est pas de la prudence. En revanche, ce qui est fondé, je crois, c'est d'attirer l'attention sur le fait que, sur ce triple point de vue, qui sur le plan stratégique, ou politique, ou philosophique, est confondu, hein, une politique qui est illégale, immorale par ses conséquences, et inefficace sur le plan politique, il faut la mettre en cause sur ces trois terrains à la fois.
pardon de... Merci bien, monsieur le ministre. Je voudrais seulement rappeler que je n'ai pas fait une conférence sur l'ensemble. Il y avait plein d'autres interlocuteurs. Moi, j'ai abordé ça sous un certain angle. Je pense que j'ai suffisamment écrit sur la guerre de Syrie et sur toutes ces guerres qui ont lieu actuellement. Il faut qu'il n'y ait aucune ambiguïté en ce qui me concerne. En ce que je pense des Syries, pour moi, il est clair que les sanctions, y compris la loi César ou n'importe quoi, l'extraterritorialité des lois, c'est inacceptable, illégal, criminel, tout ce que l'on veut. Je ne l'ai même pas dit parce que ça sort, je trouve que ça va de soi. Alors donc, bon, je suis désolé si j'ai pas dit ce qu'il fallait au bon moment, mais encore une fois, j'ai pas eu la prétention de refaire toute la guerre de Syrie. Il m'aurait fallu 3-4 interventions et j'en ai fait qu'une. Voilà. Et j'ai même pas l'intention d'en faire 2. Donc voilà, tout ce que vous dites me semble tout à fait. Il y a des remarques, je trouve que. Je trouve pas personnellement que ça ne s'imposait pas particulièrement par rapport à ce que j'ai dit, ce que je voulais dire, et que vous savez très bien.